Bonjour et bienvenue à l'événement Cancer et immunologie de Bishop Brain. Je me présente, Mélisa Gagnon, je suis coordonnatrice du comité de Bishop Brain Montréal, puis je vais animer la soirée pour vous ce soir. Rapidement, le concept des événements Bishop Brain, c'est 4 présentations de vulgarisation scientifique de 12 minutes chacune, suivies d'une période de 5 minutes de questions. Aujourd'hui, on va avoir 2 présentations. Ensuite, on va avoir la pause de 10 minutes, puis 2 autres présentations. À la fin des présentations, il y a un quiz, donc on vous considère de rester attentif tout au long des présentations si vous voulez avoir la chance de gagner donc un des prix, qui sont des cartes cadeaux. Aussi, notez que l'événement est enregistré, donc vous allez pouvoir le réécouter si vous voulez, le partager. Finalement, on voulait remercier notre collaborateur, donc l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal, l'IRIC, et notre commanditaire, les Fonds de recherche du Québec, sans qui cette soirée n'aurait pu être possible. Donc, juste avant de commencer, donc, je vais céder la parole à 2 représentantes de l'IRIC pour venir présenter un peu l'Institut. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour la soirée de vulgarisation de l'IRIC en collaboration avec Bistro Brain. C'est une première expérience pour l'Institut, donc on est vraiment contents. Puis, c'est une activité qu'on a ajoutée à notre calendrier spécial de l'année 2023, pendant laquelle on va célébrer notre 20e anniversaire d'existence. Donc, on est content d'être là. Puis, vous allez voir 4 de nos étudiantes et étudiants vulgariser leur projet de recherche qui s'articule autour de la cancérologie et de l'immunologie. Donc, j'espère que vous allez trouver ça intéressant. Puis, n'hésitez pas à leur poser des questions. Ils vont être excellents. Et je cède la parole rapidement à ma collègue Judith. Je veux juste dire que vous pouvez nous suivre sur Instagram, c'est iric.umontréal. Puis, vous pouvez faire des stories, les partager. Ça va nous faire vraiment un grand réseau pour que les gens puissent voir le travail qu'on fait à l'IRIC. Donc, bonne présentation. Merci. Alors, on va recevoir notre première présentatrice de la soirée, Lucille, avec sa présentation intitulée « L'absence quasi totale d'un organe affaiblit le système immunitaire ». Donc, pour la présenter rapidement, Lucille est une étudiante de 4e année de doctorat dans le laboratoire du professeur Claude Perrault à l'IRIC. À travers ses études de Lausanne à Montréal, elle a développé un intérêt pour l'immunologie et sur les mécanismes permettant de renforcer la défense immunitaire pour lutter contre le cancer et le vieillissement. Donc, nous pouvons accueillir Lucille. Peut-être monter un peu. Je suis un peu grande. OK, oui. Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Lucille. Je suis étudiante à l'IRIC à l'Université de Montréal. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui pour vous parler du vieillissement du système immunitaire. Je suis désolée pour ceux qui ont le syndrome de Peter Pan, mais nous sommes tous condamnés à vieillir, et notre système immunitaire également. Alors, le système immunitaire, c'est l'ensemble des organes et des cellules qui nous permettent de nous protéger contre les menaces externes et internes. Et au final, avec l'âge, le système immunitaire s'affaiblit, c'est-à-dire qu'on a plus de risques aux infections et une moins bonne réponse aux vaccins. J'ai complètement oublié de passer mes transitions, fait que les voilà, le système immunitaire s'affaiblit. Et alors, à cause de quoi le système immunitaire s'affaiblit avec l'âge? Il y a plusieurs acteurs, mais moi j'étudie principalement un organe. Puis si vous avez des goûts culinaires un peu douteux, vous l'avez peut-être déjà mangé, c'est le riz de veau. Je ne suis pas là pour critiquer vos goûts, mais le riz de veau, en fait, c'est le thymus du veau. Et le thymus, il est présent chez tous les animaux vertébrés, y compris chez l'humain. Et le thymus est localisé dans la cage thoracique au-dessus du cœur. En fait, le thymus, on peut le voir comme une école dans laquelle on va avoir une partie des globules blancs. Donc, les globules blancs, ce sont les soldats de notre système immunitaire qui vont venir protéger notre cœur humain. Et ces globules blancs qui rentrent dans le thymus, on les appelle les lymphocytes T. Et ils vont rentrer dans le thymus et les cellules résidentes du thymus vont leur présenter des passeports de nos cellules du corps. Et ils vont leur dire, ces passeports-là, ils sont corrects, tu les attaques pas. Par contre, ça va leur permettre de justement les distinguer des passeports de menaces, de cellules qui sont infectées ou de cellules cancéreuses. Et si jamais ils voient justement des passeports qui ne ressemblent pas
à ceux qu'ils ont rencontrés dans le thymus, ils vont les attaquer et les éliminer. Donc ensuite, on a des lymphocytes super badass qui circulent dans le sang. Alors, le thymus, c'est pas forcément l'école la plus sympa à y aller, puisqu'il y a seulement 1 à 2% des lymphocytes T qui ressortent diplômés, et ceux qui échouent meurent par autosuicide ou se font tuer. Donc, c'est pas vraiment l'école de la santé mentale. Mais voilà. Alors, le truc, c'est que le thymus, c'est l'organe qui dégénère le plus vite dans le corps humain. Donc, à partir de la naissance, on perd 1 à 2% de la taille du thymus par an. Et aussi, ce mécanisme-là s'accélère à la puberté, tout simplement parce qu'on a une augmentation du niveau des hormones sexuelles. On sait que si on injecte des hormones sexuelles aux souris, on va voir une dégénération du thymus. Et si on fait une castration, une ovarectomie des souris mâles et femelles, on va voir une régénération du thymus. Et un fun fact, bon, ça dépend de quel côté on se situe, mais la dégénération du thymus à la puberté est plus importante chez les hommes que les femmes. Désolée, tant mieux pour nous. Fait que... Donc, je pense que la moyenne d'âge est à peu près 25-30 ans et à cet âge-là, on a perdu déjà la moitié du thymus. Donc, en termes de thymus, on est déjà assez vieux. Et ça n'a pas trop de conséquences chez des sujets sains parce que, heureusement, en fait, on a les lymphocytes T mémoire. Donc, en fait, c'est des soldats qui sont déjà circulés dans le sang, qui ont déjà rencontré des menaces et qui les ont gardées en tête. Et si jamais on rencontre à nouveau ces menaces, par exemple un rhume, en fait, ils vont être déjà préparés à nous défendre à nouveau. Donc, grâce à ces lymphocytes mémoire, notre santé n'est pas si impactée par la dégénération du thymus. Par contre, pour des patients qui vont subir, par exemple, une irradiation à cause d'une greffe de moelle osseuse ou une chimiothérapie à cause d'un cancer, le système immunitaire en fait, va être supprimé, donc y compris le thymus et les lymphocytes T. Et la régénération, elle peut prendre du temps ou même ne jamais se produire, ce qui laisse du terrain justement aux maladies opportunistes. Et malheureusement, ces patients peuvent succomber de ces maladies-là par la suite. Donc il y a vraiment un intérêt à découvrir les mécanismes qui sont responsables de cette dégénération du thymus et aussi potentiellement de le régénérer ou de le ralentir. Donc c'est le but de mon projet. Et on a des mécanismes naturels qui se passent en fait parce qu'au cours de la vie, le thymus parfois se dégénère de façon aiguë et se régénère en fait à cause d'impacts comme par exemple le stress. Mais on a aussi la grossesse. En fait, chez la maman, son thymus va dégénérer durant la grossesse justement pour éviter de produire des lymphocytes T contre le fœtus. Et une fois qu'il y a l'accouchement, la maman, son thymus se régénère pour pouvoir rétablir la protection de la mère. Et ce phénomène-là, on l'observe chez tous les animaux vertébrés, y compris la souris, ce qui nous permet de l'étudier justement en laboratoire. Et ce qui est bien aussi, c'est que déjà, c'est un événement naturel, et en plus, c'est rapide, parce que chez la femelle, chez la souris, la grossesse dure environ 20 jours, et ensuite, la régénération du thymus, on l'a compté jusqu'à 30 jours. Donc, c'est quand même plutôt rapide pour l'étudier. Et avant d'aller plus loin sur mon projet, il faut que je vous explique ce que c'est l'expression génique. Donc, vous savez, dans le corps humain, on est composé essentiellement de cellules et toutes les cellules de notre corps est composée de notre ADN. Donc, chacun ici dans cette pièce a un ADN spécifique à lui-même et toutes nos cellules portent le même ADN. Mais par contre, si on prend les cellules du cœur, elles ne vont pas avoir la même fonction, la même forme morphologique qu'une cellule de la peau. Parce qu'une cellule de cœur, une de ses fonctions, c'est de produire des signaux électriques afin d'être en synergie avec ses cellules voisines pour pouvoir se contracter ses fibres musculaires et faire battre le cœur, alors qu'une cellule de la peau en est incapable. Par contre, une cellule de la peau pour produire la kératine et des filaments pour fusionner ensemble et former la texture de notre peau. Et ça, les cellules du cœur en sont incapables. Mais elles portent le même ADN. Donc, qu'est-ce qui est responsable de ça? C'est l'expression génique. Alors, on peut comparer en fait les cellules à une usine. Et dans l'usine, on a différentes machines qui vont produire des produits différents. Et en fonction des besoins de l'usine, on va éteindre certaines machines et en allumer d'autres. C'est la même chose avec les cellules pour lesquelles les gènes, ce sont des machines en fait. Et donc la cellule, en fonction de son contexte, elle va éteindre des gènes et en allumer d'autres pour répondre à ses besoins. Donc une cellule du cœur va justement allumer des gènes qui permettent d'envoyer ces signaux électriques, alors qu'une cellule de la peau va allumer les gènes qui permettent de produire la kératine. Donc c'est ça le principe de l'expression génique. Et moi, dans mon projet, justement, j'ai prélevé le thymus de souris femelles durant la grossesse et à différents temps après l'accouchement. Et j'ai regardé en fait l'expression génique dans les cellules résidentes du thymus.
Donc, pour essayer de voir s'il y avait des gènes qui étaient éteints ou allumés spécifiquement durant ce processus-là et essayer de trouver un mécanisme responsable pour ce phénomène-là. Et justement, on a identifié un gène cible pour lequel son expression était allumée durant la grossesse et éteinte durant la régénération du thymus. Alors, en recherche en biologie moléculaire, même en recherche en biologie tout court, souvent, pour comprendre la fonction d'un gène, on l'éteint et on regarde ce que ça donne dans un processus normal. Donc, c'est ça qu'on a fait. On avait un groupe de souris contrôle qui exprime normalement notre gène d'intérêt et un groupe de souris test pour lequel on a supprimé de façon transgénique de ce gène-là. Et on a regardé au niveau de la grossesse et de la régénération du thymus après l'accouchement, qu'est-ce qui se passait. Et ce qu'on a pu voir, c'est que quand on l'a éteint, on avait une dégénération du thymus qui était exacerbée. Donc une plus petite taille du thymus, moins de lymphocytes diplômés qui ressortent. Aussi, on avait un impact négatif sur la régénération du thymus après l'accouchement, donc ça se passait plus lentement et on avait une production des lymphocytes diplômés un peu moins importants durant la régénération également. Et donc, on en a conclu que notre gène d'intérêt était un protecteur de l'intégrité du thymus. Et en fait, ce qui serait intéressant, justement, ça serait d'étudier ce gène-là pour des sujets qui ont subi des irradiations. Donc, on peut faire des irradiations sur les souris et regarder si ce gène en particulier est allumé. Est-ce qu'on peut protéger l'intégrité du thymus? Et également aussi, au fait de la dégénération du thymus avec l'âge, est-ce qu'on pourrait ralentir cette dégénération grâce à ce gène-là? Fait que j'espère que c'était clair et que vous avez appris des choses grâce à moi. C'était vraiment un plaisir de présenter aujourd'hui. Fait que j'ai laissé mon QR code LinkedIn si jamais vous voulez rester corporate et mon adresse mail si vous avez d'autres questions plus tard. Merci. Donc, merci Lucille pour ta présentation. J'inviterai les gens qui ont des questions à venir ici au micro pour les poser pour que tout le monde entende. Oui, allô? Oui. Tu m'entends bien? J'aurais une question qui serait plus du genre, qu'est-ce qui serait fait pour faire en sorte que on puisse faire, dans le fond, que le thymus il puisse comme se régénérer avec le gène dont tu parles? Est-ce que ce serait comme le dupliquer ou quelque chose du genre, ou ce serait comme aller jouer avec des facteurs de transcription? Facteur de transcription, alors, en fait, on peut exacerber justement l'expression d'un gène avec justement des souris transgéniques de la même manière où on peut le supprimer aussi. Donc, en fait, on a des... Comment expliquer ça simplement? On a des souris qui vont exprimer ils vont avoir un gène qui va être allumé et qui lui donne un produit. Et ce produit, en fait, c'est comme une paire de ciseaux qui va aller couper l'ADN à des régions spécifiques. Mais ces régions-là, elles n'existent pas dans l'ADN normal. On est obligé de l'intégrer. Et c'est ça qui est intéressant, parce que sinon, ça couperait l'ADN partout, puis le sujet serait pas viable. Et donc, on a une autre souris qui, elle, porte ces régions-là d'ADN spécifiques, justement sur une séquence top qu'on appelle. Donc, de base, cette séquence, elle va empêcher l'expression de notre gène. Et là, notre paire de ciseaux, quand on fait reproduire ces deux souris-là, les souris descendantes vont avoir la région et le ciseau en commun dans leurs cellules. Ça va aller couper la région stop et ça va permettre l'expression de... Ça, c'est une technique parmi d'autres, mais voilà, ça peut être une technique. Mais c'était plus comme sur les avenues comme thérapeutiques qui pourraient venir avec ça. Ce serait-tu comme un médicament qui pourrait comme agir plus... Alors, ouais. Mais tu m'as parlé d'un facteur de transcription. Justement, mon gène en spécifique, c'est un facteur de transcription, mais c'est plus complexe pour faire des traitements thérapeutiques avec des facteurs, justement. Après, il y a des traitements qui peuvent exacerber leur expression, mais à ce moment-là, il faudrait que ce soit spécifique au tissu d'intérêt. Donc là, moi, c'est de recherche fondamentale, c'est au-delà de mes capacités actuelles. Mais donc oui, tu peux voir avec des traitements qui peuvent augmenter son expression. OK. Merci beaucoup. Après.
Question pour toi. Oui. Là, tu as étudié les gènes de comme dégénération du thymus, mais est-ce que dans la littérature, tu as des gènes de régénération du thymus? Comme régénération du thymus? Oui. Il y a des gènes qui ont été identifiés que, justement, quand on exacerbe leur expression, quand on augmente leur expression, on voit une régénération du thymus temporaire. Mais ne serait-ce que, parce que je parlais avec les hormones sexuelles, le fait d'injecter, de castrer, ou d'ovariectomiser les souris, on voit une régénération du thymus. Et c'est actuellement des fois des traitements qui sont utilisés pour les personnes qui subissent des chimiothérapies et des irradiations. On leur propose de prendre des médicaments qui inhibent leurs hormones sexuelles pendant un temps, justement, pour permettre la régénération. C'est ça. Merci. Même problème de micro. Ouais, c'est ça. J'ai une question dans l'audience qui n'osait pas la poser. Est-ce qu'il serait possible de greffer des thymus pour permettre de régénérer le corps ou ça ne marche pas? Alors, on le fait avec les souris. Pas au courant si on fait ça avec les humains. Je ne suis pas sûre que tout le monde serait down. Est-ce que ça marche? Pour les souris, oui. Alors en fait, mais parce que c'est des souris qui sont atymiques, donc justement, elles n'ont pas de thymus. On les utilise justement pour ça, pour pouvoir étudier l'absence du thymus, quel est l'impact sur leur corps, sur leur santé. Et on peut faire des greffes sur la capsule rénale, en fait, parce que le rein est un organe qui est très innervé, enfin très irrigué. Et donc, on met des petits thymus fétaux en dessous de la capsule rénale et il pousse et il fonctionne, il produit des lymphocytes, etc. Donc, c'est quelque chose qui existe. Merci. En prie. Donc, merci encore pour cette présentation. On va maintenant accueillir la deuxième présentation de la soirée. Donc, on reçoit la présentation d'Anne-Sophie Gironne, intitulée « Cibler la résistance aux chimiothérapies dans les cancers du sein ». Donc, pour la présenter rapidement, après avoir terminé son bac en sciences biomédicales, Anne-Sophie a commencé sa maîtrise en sciences pharmaceutiques dans la recherche du cancer du sein. Curieuse de nature, elle cherche à comprendre les mécanismes qui permettent aux cellules cancéreuses de résister au traitement de chimiothérapie. Donc, on peut l'accueillir sur scène. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, dans le fond, comme ça a été déjà présenté, je m'appelle Anne-Sophie, puis je vous présente la résistance à la chimiothérapie dans les cancers du sein triple négatifs. Pour parler un petit peu plus de moi, autre que mon parcours académique, j'aimerais mentionner que je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Pourquoi? Simplement parce que en ville, souvent, les gens, quand je leur dis ça, sont vraiment surpris parce que c'est une région que des fois, les gens ne connaissent pas puis ils n'ont jamais entendu parler. Donc, ceux qui ne savent pas, c'est la belle région en bleu ici, qui est environ à 8 heures au nord de Montréal. Donc, je suis déménagée à Montréal pour faire mon baccalauréat en sciences biomédicales. Puis c'est vraiment au cours de mon baccalauréat dans lequel j'ai développé un intérêt pour la vulgarisation scientifique. Donc, je me suis impliquée dans divers organismes. On a fait des conférences dans des cégeps, des écoles secondaires, etc. Puis, il y a environ 1 an, j'ai commencé ma maîtrise en sciences pharmaceutiques. Puis, mon projet porte sur le développement de la résistance à la chimiothérapie. Mais en fait, dans le fond, il y a environ quelques mois, j'ai fait un switch dans mon laboratoire, puis j'ai commencé à vraiment plus m'intéresser à la bioinformatique. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est mon début de bioinformatique. J'avais jamais fait ça avant, il y a environ 3 mois, donc soyez indulgents, merci. Donc, pour commencer, juste de façon simplifiée, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le sous-type de cancer du sein triple négatif. Donc, toutes les cellules dans notre corps possèdent des protéines à leur surface qu'on appelle des récepteurs. Puis, la liaison de molécules... en fait, les récepteurs sont vraiment comme des serrures sur notre cellule. La liaison d'une molécule qui va se lier à notre récepteur, puis induire une réponse dans notre cellule. Comme toute bonne combinaison serrure-clé, il faut que la molécule ait la bonne forme pour pouvoir se lier au récepteur et enclencher une réponse. La particularité dans les cancers du sein, bien en fait, dans d'autres cancers aussi, mais les cancers du sein les cancers du sein
En général, il y a certains types qui expriment des récepteurs hormonaux, dans le fond, puis la liaison de l'hormone sur le récepteur va induire une réponse qui va alimenter la croissance de la tumeur. Donc, ce qui sonne un petit peu plate pour ces cancers-là, en fait, c'est un avantage parce que la présence de ces molécules-là offre une cible thérapeutique pour traiter ces cancers-là. Donc, dans le cas des cancers qui sont dépendants des hormones, on peut donner une thérapie anti-hormonale qui va venir lier le récepteur hormonal, puis empêcher la liaison de l'hormone qui va cesser d'alimenter le cancer. Donc, contrairement, en fait, à tous ces... en fait, pour préciser, selon la présence de récepteurs ou de molécules à la surface de la cellule, ça va nous permettre d'orienter le traitement. Donc, en fait, la particularité, évidemment, du sous-type triple négatif, le nom le dit un peu, c'est que le sous-type triple négatif possède aucune des molécules qui est normalement exprimée puis qui sert de cible thérapeutique pour le traiter. Donc, les patientes sont traitées avec chimiothérapie. La seule particularité négative avec la chimiothérapie, c'est que ça fonctionne bien dans la plupart des cas, mais pour environ 60% des patientes, ils vont avoir une résistance qui va se développer dans environ 5 ans dans la suite du traitement. Donc, ça nous amène à nous poser comme question, qu'est-ce qui permet exactement à la cellule cancéreuse de développer une résistance au traitement? Pour comprendre mon projet, il faut comprendre premièrement qu'est-ce que c'est l'ARN. Donc, c'est pas tout le monde qui est familier avec ça, mais l'ARN, c'est l'étape qui est intermédiaire directement entre l'ADN et la synthèse des protéines. Donc, en fait, l'ADN, c'est un peu comme un grand livre de recettes qui possède toutes les recettes ou toutes les séquences qui sont nécessaires à notre corps pour produire toutes les protéines de notre corps. Donc, en fait, si on comparait l'ADN à un livre de recettes, les protéines seraient, par exemple, un gâteau qu'on produit, puis l'ARN serait une recette de gâteau au chocolat. Donc, en fait, en étudiant l'ARN plus précisément, ça nous permet de comprendre qu'est-ce que la cellule produit à ce moment-là, puis ce dont elle a besoin pour survivre. Après ça, basé sur ça, en fait, mon projet se base vraiment sur la fenêtre de chimiothérapie pour laquelle les traitements sont... pour laquelle les patientes sont traitées avec la chimiothérapie. Puis on essaie de cibler à différents moments durant le traitement qu'est-ce qui se passe exactement avec l'ARN. Donc, dans le fond, on séquence l'ARN, on étudie les gènes, puis on voit qu'est-ce qui change au fil du temps avec ça. Puis là, je vous rassure, on fait ça en souris puis en lignée cellulaire, pas en patiente encore. Là. Donc, il n'y a pas de femmes qui sont impliquées là-dedans encore. Donc, en fait, quand on reçoit des données de séquençage, on reçoit un fichier qui a l'air de ça, beaucoup plus gros, beaucoup plus long, mais ça, c'est juste une petite partie. Puis la séquence de l'ARN, c'est, dans le fond, la partie orange qu'on voit ici. Dans le fond, la séquence de l'ARN, c'est une séquence qui va être d'environ 50 à 100 lettres. Puis ces lettres-là vont être assignées une à une à la file, vont être alignées à certains gènes duquel elles proviennent. Puis à chaque fois qu'une séquence d'ARN est associée à un gène duquel il provient, on garde un compte qui s'accumule jusqu'à ce qu'on ait fini de passer à travers tout le fichier. Évidemment, c'est des fichiers qui sont vraiment extrêmement volumineux. Donc, moi, personnellement, je ne voudrais pas faire ça à la main. Donc, évidemment, on utilise des outils bioinformatiques qui nous permettent de faire ça vraiment beaucoup plus rapidement, puis quand même vraiment très efficacement. Donc, une fois qu'on a nos comptes, par contre, on ne peut pas tout de suite commencer à comparer puis à faire nos analyses. C'est vraiment nécessaire de normaliser nos comptes. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les gènes de notre corps n'ont pas la même longueur. Donc, il faut garder en tête à ce moment-ci que quand on séquence un ARN, les molécules sont d'environ, comme je l'ai dit, de 50 à 100 lettres. Donc, en fait, c'est un gène qui mesure environ plusieurs milliers de lettres, de nucléotides. En fait, toutes les combinaisons possibles de 50 lettres, bien, il va en avoir beaucoup, beaucoup plus que pour le gène 2, par exemple, qui est beaucoup, beaucoup plus court. Donc, pour pouvoir comparer nos gènes entre eux, on doit normaliser le nombre de matchs qu'on a pour un gène donné en fonction de sa longueur. Donc, il y a d'autres facteurs de normalisation qui sont nécessaires pour faire nos analyses, mais je vais vous épargner un petit peu les détails parce qu'on rentre un petit peu plus loin. Puis, une fois qu'on a normalisé nos gènes, en fait, en fonction de la longueur, on est capable de on peut les comparer entre eux. Donc, le gène 1 comparé au gène 2 ou le gène 1 comparé au gène 1, mais à un différent temps de traitement. Puis, à partir de ça, ça nous permet de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la cellule produit, puis qu'est-ce qui permet possiblement à la cellule de développer une résistance. Je vais vous donner un exemple un petit peu plus concret. Restez avec moi, c'est pas si pire, je pense. Mais en fait, là, juste pour vous montrer, là, c'est un projet que j'ai fait là, avant de commencer ma bioinformatique, en fait. Là. Donc, j'étais en
laboratoire, puis j'ai traité des cellules, des lignées cellulaires de cancer du sein triple négatif avec une sorte de chimiothérapie, la cisplatine. Donc, j'avais 3 traitements, 3 contrôles, 3 traitements de 2 jours, 3 traitements de 4 jours. En science, en fait, c'est vraiment important de faire des réplicas parce qu'on veut s'assurer que les résultats qu'on obtient sont réplicables, ils peuvent être reproduits d'une expérience à une autre. Donc, en fait, on fait toujours 3 fois la même expérience pour s'assurer que les résultats sont similaires. Donc, en fait, pour s'assurer de la reproductibilité en bioinformatique, généralement, on peut faire une analyse de composantes principales. Donc, en fait, ce qui m'a vraiment mind-blow, personnellement, avec l'analyse de PCA, en fait, c'est que c'est capable de prendre toutes les données normalisées qu'on a générées juste avant, puis de synthétiser ça avec seulement 2 composantes, donc 2 dimensions, qu'on va être capable de visualiser de façon plus claire dans un graphique que si on avait mis ici 400 000 données, donc 200 000 points. Donc, par exemple, quand ça nous donne un graphique comme ça, chaque point... en fait, comme je vous ai dit, oui? OK, excusez-moi. Oui, en fait, donc, comme je vous ai dit, en fait, en science, vu qu'on fait des réplicas biologiques, on a 3 réplicas. Donc, théoriquement, on s'attend à ce que la variabilité entre nos réplicas soit minime. Donc, sur une analyse de PCA, on s'attend à ce que chaque échantillon d'une même expérience se rassemble ensemble. Pour vérifier ça, en fait, là, on voit que on regarde chaque point ensemble, puis on compare avec la composante numéro 1, qui permet de diviser, en fait, les échantillons en fonction de leur variabilité sur l'axe des X, puis la composante 2 qui permet de séparer les échantillons, mais cette fois-ci en vertical. Donc, si on regarde ici, la composante 1, plus le pourcentage, en fait, est élevé, comme dans ce cas-ci, il est 35 %, on voit que l'échantillon qui est complètement à droite est vraiment pas mal différent de tout le reste de sa cohorte, de 35 % en fait, complètement. Puis, quand on regarde la composante principale 2, on voit qu'au contraire, les échantillons en haut et en bas sont différents du reste de leur cohorte ici. Donc, si vous ne voyez peut-être pas, ici, j'ai mes contrôles. Ici, j'ai mes contrôles, mes traitements de 2 jours, puis mes contrôles de 4 jours. Donc, si vous avez suivi un petit peu mon explication, vous allez comprendre que mon expérience n'a vraiment pas fonctionné. Puis, il va falloir que je recommence. Puis, on fait... c'est ça. C'est juste ça, c'est des expériences qui... Ça m'a pris 9 mois à créer ça. Donc, maintenant, je vais recommencer, puis on va trouver une manière de faire fonctionner ça. Mais pour être un peu plus sérieux, je dirais que une fois qu'on a fait ça, là, on est capable d'aller... On peut faire la même chose, par exemple, mais avec des données qui sont déjà publiques, donc qui ont déjà été vérifiées, des choses comme ça. Puis mon projet, personnellement, va s'enligner plus vers des modèles de souris. Donc, c'est pas des choses, personnellement, que moi, j'ai fait dans mon laboratoire. Donc, c'est pas moi qui aura à générer les données, je vais juste les analyser. Donc, c'est à peu près ça. Merci. Donc, merci encore pour ta présentation, Anne-Sophie. Je vais inviter encore une fois donc, les gens à venir poser des questions au micro pour une période d'environ 5 minutes. Hello. Salut. C'est drôle, hein? Je me demandais, j'ai vu que tu utilisais une lignée cellulaire de cancer du sein triple négative. Est-ce que tu serais intéressée de voir, par la suite, elle comparer avec d'autres lignées? Ou pourquoi celle-ci en particulier? En fait, oui, j'ai utilisé la lignée MDA 436, mais j'ai aussi utilisé une autre lignée cellulaire de cancer du sein triple négatif. Malheureusement, mes données de QPCR ne fonctionnaient pas vraiment, ce qui fait qu'en fait, quand on analyse l'expression des gènes avec QPCR, c'est un peu pour ensuite... C'est une espèce de contrôle positif pour voir que ce à quoi on s'attendait fonctionne effectivement dans notre expérience. Puis malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc je n'ai pas envoyé ces données-là à séquencer. Mais il y a des gens dans mon laboratoire qui ont comme repris la partie un petit peu wet lab, donc laboratoire de mon projet. Donc oui, probablement qu'éventuellement, il va y avoir d'autres lignées cellulaires qui vont être intégrées, mais c'est malheureusement pas moi qui vais les faire. Puis, donc ça ne dépend pas de moi là, à partir d'ici. Là. Merci.
Allô. Salut. Ma question est un peu plus générale, donc c'est un peu peut-être plus facile à répondre, je sais pas. Ouais. Mais c'est parce que je suis pas en cancérologie, donc c'est vraiment... Bref. Je voulais savoir, est-ce que, dans le fond, je sais que les cancers du sein, c'est la majorité c'est des femmes qui en sont victimes. Ben, victimes. Qui en souffrent. Oui, effectivement. Mais je sais qu'il y a aussi des hommes, puis je me demandais si les hommes versus les femmes, il y a des données sur les différences dans comment ça s'exprime. C'est vraiment une bonne question. En fait, la résistance et tout, là, aussi. Là. On en a discuté justement récemment dans notre laboratoire. Le problème avec ça, c'est qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a vraiment peu d'hommes qui sont touchés par les cancers du sein, ce qui fait qu'il y a vraiment peu de données qui sont disponibles, ce qui fait qu'après ça, c'est difficile de trouver assez de données pour faire des études pour trouver des résultats. Donc, malheureusement, il n'y a pas vraiment de modèles qui sont encore disponibles pour faire ces études-là, mais c'est effectivement quelque chose qui serait vraiment très intéressant à vérifier parce qu'on s'attend probablement à ce qu'il y ait des petites différences au niveau des hommes et des femmes pour ça. Mais c'est une bonne question. Merci, c'est vraiment une très belle présentation aussi. Bravo. Merci beaucoup. Donc, merci encore une fois. Je vais maintenant vous inviter à prendre une pause de 10 minutes, puis on va être de retour après la pause. Ça va être maintenant le temps de reprendre, donc avec les 2 prochaines présentations. Donc, on va recevoir la présentation de Jean-David Larouche intitulée « Chat et la souris entre le système immunitaire et le cancer ». Pour le présenter rapidement, après avoir réalisé un bac en biochimie, Jean-David a décidé de poursuivre ses études au doctorat en biologie moléculaire à l'IRIC, où il se spécialise en immunologie et en bioinformatique. Donc, nous pouvons accueillir Jean-David. OK. Donc, bonsoir tout le monde. Merci de vous être déplacés. C'est vraiment cool comme événement. Ce soir, pour ma présentation, j'ai décidé de combiner les 2 thèmes de la soirée, qui sont l'immunologie et le cancer, pour vous présenter brièvement comment notre système immunitaire peut reconnaître et s'attaquer au cancer d'un patient, ce qui va nous mener à un jeu de chat et de la souris entre les deux, où notre système immunitaire représente le chat qui essaie d'attraper la souris, et le cancer, lui, va essayer de s'en sauver, donc va essayer de se cacher de notre système immunitaire pour survivre. Et donc, nous, dans mon laboratoire, ce qu'on essaie de faire, c'est d'apprendre à notre système immunitaire comment attraper le cancer pour mettre fin à cette poursuite-là, puis pouvoir guérir le patient. Et ça ne marche pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un sur le côté? Oui. Yes. Je peux rester sur cette slide-là, mais ça va être moins le fun. OK, bon. Donc, juste pour introduire brièvement, mais Lucille en a parlé plus tôt, le système immunitaire, c'est un groupe de cellules dont la fonction, c'est de défendre notre corps contre les menaces. Et un des types de cellules les plus importants pour nous défendre s'appelle les lymphocytes T. Et traditionnellement, ce qu'on savait des lymphocytes T, c'est qu'ils sont capables de reconnaître ce qu'on appelle le non-soi, qui sont les menaces externes comme les virus et les bactéries. Mais pour pouvoir accomplir leur fonction de façon pertinente pour notre corps, nos lymphocytes T doivent être tolérants de ce qu'on appelle le soi, qui sont les différents types de cellules de notre corps, donc par exemple les neurones, les cellules de la peau ou les cellules cardiaques. Mais il y a une découverte qui a été faite il y a une vingtaine d'années environ par un groupe. Je comprends pas. C'est pas ma présentation. Qu'est-ce qui se passe? Well. Ouais. Parfait. Cool.
on va y arriver. OK, bon, là, ça marche. OK, donc... Aïe, aïe, aïe. Donc, ce que je disais, il y a une vingtaine d'années, il y a un groupe de chercheurs américains qui a fait une découverte qui est un peu venue bouleverser notre conception du rôle des lymphocytes T. En fait, ils ont montré que notre système immunitaire est capable aussi de reconnaître et de s'attaquer au cancer. Donc, pour faire cette découverte-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé un modèle de souris où ils avaient retiré le système immunitaire des souris. Et dans le fond, ils ont étudié 3 groupes différents de souris. Donc, un premier groupe ici en haut, où le système immunitaire était fonctionnel. Un deuxième groupe au milieu ici, où leur système immunitaire était perturbé. Donc, il fonctionnait, mais seulement en partie. Puis un troisième groupe en bas, où le système immunitaire des souris avait été complètement retiré. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé ces souris-là vieillir, puis ils ont observé est-ce qu'elles développaient des cancers ou pas. Et ce qu'ils ont montré, c'est que lorsque les souris ont des systèmes immunitaires fonctionnels, bien, il y en a 80% d'entre elles qui ne développent pas de cancer. Puis le 20% qui reste, ils développaient des cancers bénins, donc des cancers qui ne sont pas agressifs et qui ne sont pas dangereux, mortels pour la souris. Lorsque le système immunitaire est perturbé, lorsqu'on vient retirer une partie de son activité, bien déjà là, il y a 100% des souris qui développaient des cancers. La moitié d'entre elles, c'était des cancers bénins, donc peu dangereux. Mais l'autre moitié, c'était des cancers agressifs, donc mortels pour la souris. Puis lorsqu'on venait retirer le système immunitaire complètement, bien là, c'était 80% des souris qui développent des cancers agressifs assez rapidement. Et donc, ce que cette étude-là montrait, c'est que clairement, il y a une association entre l'activité du système immunitaire puis le développement de cancer. À ce niveau-là, c'était chez la souris. Donc, par la suite, il y a énormément de groupes de recherche partout dans le monde qui se sont intéressés à ça pour voir est-ce qu'on observerait la même chose chez l'humain. Puis, ça nous a amené à classer les tumeurs en 2 catégories. Les tumeurs qu'on va appeler froides ou chaudes, en fonction de la quantité de cellules immunitaires qu'elles contiennent. Donc, une tumeur froide va contenir peu de cellules immunitaires, alors qu'une tumeur chaude va en contenir beaucoup. Et ce que ces études-là ont montré, c'est que, globalement, lorsque le nombre de cellules immunitaires va augmenter dans la tumeur d'un patient, bien, ce patient-là va avoir plus de chances de survivre à ces traitements de chimiothérapie. Et parmi tous les types de cellules immunitaires, c'est les lymphocytes T qui nous offrent la meilleure protection contre le cancer, donc qui augmente le plus les chances de survie du patient. Et donc ça nous a amené à nous demander, mais qu'est-ce que les lymphocytes T peuvent reconnaître sur les cellules cancéreuses pour pouvoir s'y attaquer? Parce que si on revient à notre conception initiale de la fonction des lymphocytes T, bien, on sait qu'ils reconnaissent le non-soi, donc les virus et les bactéries, mais qu'ils doivent être tolérants du soi. Mais quand on regarde le cancer, bien, le cancer, c'est un peu un état entre ces 2 catégories-là, parce que le cancer représente une menace pour notre corps, mais en même temps, à la base, c'était des cellules de notre corps qui sont devenues dangereuses. Donc, comment ça se fait que nos lymphocytes T sont capables de s'y attaquer? Et la réponse à cette question-là, elle se trouve au niveau de ce qu'on appelle l'immunopeptidome. Je sais que c'est un mot qui peut paraître un peu effrayant, mais on va le décortiquer pour essayer de mieux le comprendre. Donc, si on le sépare en 2 parties, la première, bon, immuno fait référence à notre système immunitaire, et peptidome, ça veut dire l'ensemble des peptides. Là, je sais, c'est pas plus clair. Un peptide, c'est un petit morceau de protéine qui va être présenté à la surface. Donc, comme Lucille le disait tout à l'heure, les cellules de notre corps vont produire des protéines qui vont accomplir des fonctions. Et lorsque ces protéines-là ont terminé d'accomplir leurs fonctions, la cellule va les détruire, ce qui n'est pas la meilleure façon de prendre sa retraite. Mais ça va permettre à la cellule de prendre ces peptides-là puis de les montrer à sa surface pour que nos lymphocytes T puissent venir les scanner. Et donc, l'immunopeptidome, c'est l'ensemble de tous ces petits morceaux de protéines et ça va constituer le passeport de la cellule. Donc, le lymphocyte T va venir scanner ces différents peptides-là, puis s'il détecte un problème, il va détruire la cellule parce qu'il va considérer qu'elle est dangereuse pour notre corps. Et donc, quand on regarde les cellules cancéreuses, il y a 2 différences au niveau de leur immunopeptidome qui permet aux lymphocytes T de les reconnaître. La première, c'est que les cellules cancéreuses contiennent plusieurs mutations dans leur ADN et ces mutations-là vont changer la nature de certains peptides présentés à la surface. Puis la deuxième différence, c'est que les cellules cancéreuses, elles vont produire des protéines anormales qui sont absentes dans nos cellules normales. Donc, ces protéines anormales-là, quand elles vont être détruites, ça va donner des peptides qui ne sont pas trouvés à la surface de nos cellules normales.
Et donc, lorsqu'on va regarder l'immunopeptidome des cellules cancéreuses, bien, il y a certains des peptides qui sont cancer-spécifiques. Donc, on ne les voit pas sur aucune des autres cellules normales de notre corps. Elles sont vraiment uniquement trouvées sur les cellules cancéreuses. Et c'est ces peptides-là que les lymphocytes T peuvent reconnaître. Donc, lorsqu'on va parler des cellules cancéreuses, on ne parlera pas de soi ou de non-soi, on va plutôt parler de soi qui est altéré. Et ces altérations-là permettent à nos lymphocytes T de s'attaquer à la tumeur. Et donc, nous, au laboratoire, ce qu'on essaie de faire, c'est identifier ces peptides cancer spécifiques-là. Mais c'est un travail qui est très ardu parce qu'à la surface d'une seule cellule, il peut y avoir des dizaines, voire des centaines de milliers de peptides différents. Donc, c'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin ou, si vous connaissez le jeu Trouver Charlie. Mais dans notre cas, on a cette figure-là, mais on ne sait pas qui est Charlie. Donc, on essaie de trouver Charlie sans savoir c'est qui, ce qui est un peu difficile. Donc, nous, ce qu'on s'est dit au laboratoire, c'est on prend le problème du mauvais côté. Au lieu d'essayer de trouver un peptide cancer spécifique sans savoir ses caractéristiques, on sait les peptides qui ne nous intéressent pas. Les peptides qui ne nous intéressent pas, c'est ceux qui sont vus sur les cellules normales. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a développé une approche en bioinformatique pour trouver rapidement les peptides cancer spécifiques. Donc, lorsqu'on reçoit un échantillon d'un patient, on va reconstruire son passeport. Donc, on va identifier tous les peptides présentés à la surface des cellules cancéreuses du patient. Et au laboratoire, on s'est construit une base de données qui va contenir aussi l'immunopeptidome de toutes les cellules du corps humain. Donc, on a à peu près plus d'une trentaine d'organes différents dans notre base de données pour lesquels on a tous les peptides de ces cellules-là. Et par la suite, on va tout simplement faire une soustraction. Donc, on va prendre les peptides vus sur le cancer, on va retirer tous ceux qui sont aussi vus sur les cellules normales, puis à la fin, on va obtenir des peptides cancer spécifiques. Bon, par contre, c'est plus complexe que ça. Si c'était aussi simple, on aurait déjà un traitement pour le cancer. Mais comme je vous l'ai dit au début de ma présentation, le cancer va essayer de se cacher de notre système immunitaire. Donc, il va falloir qu'on donne un petit coup de main à nos lymphocytes T pour qu'ils puissent s'attaquer au cancer. Et donc, un des problèmes majeurs auxquels on fait face, c'est que la tumeur, en fait, c'est un mélange de plusieurs cellules différentes qui sont différentes les unes des autres. Et donc, si on regarde la tumeur d'un patient, on peut en général la séparer en plusieurs régions qui vont avoir des caractéristiques différentes. Et ces régions-là, on va les appeler des clones. Donc, ici, dans l'exemple, notre tumeur aurait 4 clones différents, un mauve, un jaune, un bleu, puis un rouge. Et nos lymphocytes T, quand ils vont venir scanner la tumeur, ils vont reconnaître plus facilement certains clones et il y en a d'autres qui vont avoir plus de difficultés à reconnaître que c'est des cellules cancéreuses. Donc, si ici, notre lymphocyte T reconnaît que les cellules mauves sont cancéreuses et sont dangereuses, il va les détruire et donc la tumeur va perdre une de ces régions. Mais si notre lymphocyte T ne parvient pas à reconnaître que les 3 autres clones sont dangereux et à les attaquer, bien, avec le temps, notre tumeur elle va se régénérer. Puis au lieu de reproduire des cellules mauves qui sont détruites par le système immunitaire, bien, elle va produire des cellules jaunes qui, elles, ne sont pas en danger. Et c'est ce qui fait qu'avec le temps, la tumeur va progresser, puis notre système immunitaire ne parvient pas à nous protéger à 100% contre les cancers. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire au laboratoire, c'est d'essayer d'éduquer nos lymphocytes T pour qu'ils puissent reconnaître tous les clones, puis qu'ils gagnent ce qu'on appellerait la guerre des clones contre le cancer. Et donc, désolé. Et donc, le traitement que nous, on aimerait produire au laboratoire, ce serait sous forme d'un vaccin. Donc, bon, ici, c'est une très, très grosse poche. Là. Ce ne serait pas si gros que ça. Ce serait juste une petite piqûre. Mais ça nous permettrait de présenter à nos lymphocytes T un ensemble de peptides qui sont cancer-spécifiques. Et donc, nos lymphocytes T vont rencontrer ces peptides-là, puis ça va leur permettre de s'éduquer. Et une fois qu'ils vont avoir bien appris à reconnaître les peptides cancer spécifiques, bien, ils deviennent hyper efficaces pour trouver et détruire les cellules cancéreuses. Et donc, le but pour nous, ce serait d'avoir un éventail de peptides qui est assez grand pour que nos lymphocytes T apprennent à reconnaître l'ensemble des clones de la tumeur, puis qu'ils puissent s'attaquer à toutes les régions simultanément, ce qui ne permettrait pas à la tumeur de se régénérer. Et donc, présentement, c'est ce sur quoi on travaille au laboratoire. On essaie d'identifier le plus de peptides possible avec des échantillons qui viennent du plus grand nombre de patients possible pour que par la suite, on ait un vaccin
qui ne soit pas unique à chaque patient, mais qui soit universel, puis qu'on l'injecte à n'importe qui, puis qu'on ait tellement de peptides cancer spécifiques que nécessairement le patient en a une dizaine ou une vingtaine dans sa tumeur, ce qui permettrait aux lymphocytes T de s'activer contre ces cellules cancéreuses. Donc, merci beaucoup de votre attention. Désolé pour les petits problèmes techniques, puis je vais répondre à vos questions avec plaisir. Oui, donc merci pour ta présentation, Jean-David. Donc, encore une fois, je vais inviter les gens à venir poser des questions au micro pour une période de 5 minutes. Bonjour, Jean-David. Est-ce que le traitement serait bon contre toutes les formes de cancer ou juste une forme en particulier? On sait qu'il y a certains cancers qui sont plus vulnérables ou reconnus plus facilement par le système immunitaire. On sait par exemple que le cancer de la peau, il y a très souvent une reconnaissance par les lymphocytes T. Il y en a d'autres que moins. Par contre, ce qu'on a trouvé au laboratoire, c'est qu'il y a plusieurs peptides cancer spécifiques qui peuvent être partagés par des personnes différentes, mais aussi par des types de cancers différents. Donc, on a trouvé certains peptides cancer spécifiques qui vont être partagés par 10, 20, 30, 40 des patients qui ont un cancer ovarien, mais il y a aussi des peptides qui vont être trouvés dans le cancer ovarien, dans le cancer du sein, dans le cancer du poumon. Donc, à ce niveau-là, il y a certains des peptides cancer spécifiques qu'on trouve qui semblent être plus ou moins universels, donc trouvés dans la majorité des patients du cancer. Donc, éventuellement, je pense qu'on pourrait avoir un vaccin qui serait utile pour un grand nombre de cancers. Est-ce que tous? Je ne sais pas, honnêtement. Ça va être plus aux médecins de décider ça. Mais avec espoir, je pense que oui, il y a quand même des possibilités. Merci. J'avais une petite question. Si tu souhaites accumuler un nombre important de peptides dans ton vaccin anti-tumeur, en gros, est-ce que tu penses qu'il y a un risque significatif de off-target, donc de risque que finalement le système immunitaire se retourne contre les cellules saines? Oui. Donc, c'est toujours un élément qui est à considérer. C'est sûr que là... OK. Donc, ici... je suis allé rapidement, mais on a utilisé une base de données qui contient des milliers d'individus différents pour 30 organes différents. Donc, pour chaque organe, on a potentiellement des milliers d'échantillons différents. Donc, on ne peut jamais dire jamais. C'est sûr que ça pourrait arriver. Après, ça va être aussi de peser les pour et les contre. On sait qu'il y a certains traitements déjà en place dans les hôpitaux pour le cancer qui sont basés sur le système immunitaire, qui vont avoir des effets secondaires. Le cancer de la peau, par exemple, on utilise déjà des méthodes pour stimuler le système immunitaire. Ça peut avoir des effets secondaires comme le vitiligo. Par contre, c'est sûr que si tu as à choisir entre du vitiligo et mourir de ton cancer, ça peut valoir la peine, même s'il y a des effets secondaires. C'est vraiment à voir, c'est un peu du cas par cas à ce niveau-là. Ça va dépendre parce que c'est sûr que s'il y a une activation du système immunitaire contre tes poumons, ben là, c'est pas mal plus grave. Ouais, il faut vraiment voir, ça va être du cas par cas un peu, ouais. Merci. Allô? Allô? Moi, je voulais savoir un peu, justement, sur cette diapositive-là. Tu as parlé de bioinformatique, mais vraiment rapidement. Tu es quand même plus un expert que moi, là, encore dans le domaine. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu sais, les bases de données que tu as, c'est quel genre de format de fichier que tu as exactement? Je sais que c'est peut-être pas... ça va peut-être pas être facile à vulgariser, mais c'est quoi exactement que tu fais, le pipeline, etc., la chaîne de traitement? Puis à partir de ça, comment tu organises ça? C'est quoi les analyses? Ça ressemble à quoi? OK. Donc, pour identifier les peptides, on utilise deux méthodes différentes. On utilise le séquençage des ARN, puis aussi la spectrométrie de masse. Donc, la spectrométrie de masse nous permet de séquencer les protéines. Le séquençage des ARN séquence les ARN. Ça nous permet de voir définitivement, pour un peptide donné, quelle était la protéine qui l'a produite. Donc ça, c'est ce qu'on fait à ce niveau-là. Donc là, après, on pourra aller
plus dans les détails peut-être plus techniques, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes à ça. Ici, pour le passeport des cellules saines, ce qu'on a fait, c'est on a pris des données de séquençage des ARN qui viennent de GTEx, là, je ne sais pas si tu connais. Ouais, ouais. Mais donc, parce que le séquençage des ARN est plus sensible que la spectrométrie de masse, donc une protéine peut être manquée en spectrométrie de masse, on ne la verra pas, mais elle va être détectée en séquençage des ARN. On va savoir que l'ARN était exprimé. Donc, on a décidé d'utiliser une méthode plus sensible à ce niveau-là. On est potentiellement trop sévère. On retire peut-être des peptides intéressants parce qu'ici, on utilise des ARN, mais on préférait être plus prudent que pas assez. Donc, c'est un choix qu'on a fait pour ça. OK. Ben, merci beaucoup. Donc, on va maintenant recevoir la dernière présentation de la soirée. Donc, on reçoit la présentation d'Anaïs Vivet intitulée « Chaos par les... » Ouh! Tout va bien? J'ai perdu la petite bibliographie d'Anaïs, pardon. Donc, la présentation intitulée « Chaos par des sumo, la lutte contre le cancer du sein ». Pour la présenter rapidement, Anaïs est étudiante au doctorat en biologie moléculaire à l'IRIC. D'origine franco-britannique, elle est une grande fan de sciences biologiques et d'art créatif. Que ce soit par le perlage ou le crochet, elle file vers ses objectifs et Bishop-Brain lui permet de s'initier à la vulgarisation scientifique. Donc, on accueille Anaïs. Allez, je bouger ça. Voilà. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici ce soir. Merci à tous d'être venus. Je suis ravie de vous présenter mon projet de recherche au sein du laboratoire du Dr Sylvie Madère en tant qu'étudiante au PhD, qui s'intitule, comme l'a bien dit Mélisa, Chaos par-dessus mots, une lutte contre le cancer du sein, parce que comme nous l'a décrit Anne-Sophie, il y a plusieurs types de cancer du sein. Et donc, comme vous le voyez ici, j'ai voulu... Encore plus grand. Je crois qu'on a remarqué que j'étais grande, c'est bon. Donc, j'ai voulu faire un petit jeu de mots que vous comprendrez un petit peu plus par la suite, mais évidemment, je vous inclus un petit peu des sumos dans les laboratoires, parce qu'évidemment, il fallait bien mélanger les deux mondes. Et j'ai pas trouvé d'image sur Google Images, donc j'ai dû les synthétiser par intelligence artificielle, ce qui donne des trucs assez sympas. Mais finalement, vous allez comprendre par la suite, ici, sumo, ça tient pas pour sumotori, donc les combattants sumo, mais finalement, la protéine, c'est bon, ça marche. La protéine sumo, que je vais vous décrire un petit peu, qui est un peu l'intérêt de la présentation. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte à notre domaine d'études, notre laboratoire étudie pas mal le cancer du sein ER positif. Comme l'a dit Anne-Sophie, c'est une maladie qui est très fréquemment diagnostiquée, de telle sorte qu'une femme sur 8 en développe un au cours de sa vie. Ça, c'est des données qui viennent du Canada. Et dans la plupart de ces cancers-là, il y a une protéine qui va souvent mener le développement du cancer, qui est le récepteur des oestrogènes qu'on voit ici, ER, qui est exprimé ou surexprimé de l'ordre de 70%. Et cette protéine, elle va mener le développement du cancer lors de la présence de sa molécule naturelle, donc de son ligand, de son hormone qui sont les oestrogènes, dont j'ai représenté un exemple ici, l'œstradiol. Cette maladie, le cancer du sein, est très bien géré, ER positif en tout cas, est très bien géré par le corps médical et le corps de recherche, notamment par l'utilisation de traitements qui visent à dégrader l'activité de ce récepteur, qui sont le tamoxifène et le fulvestrant, comme on peut le voir ici. Sachant que ces deux molécules visent le récepteur des oestrogènes, ils vont pouvoir être utilisés l'un à la suite de l'autre, dans le cas par exemple de rechute de traitement ou de résistance au traitement, préférentiellement le tamoxifène en premier et ensuite le fulvestrant. Pour vous détailler un petit peu plus ces mécanismes-là, les deux molécules vont réutiliser la fonctionnalité du récepteur en allant jouer sur la liaison de la molécule sur la protéine, donc E2 ici. Et le tamoxifène, lui, ne va pas activer donc, la signalisation de cette protéine, mais va plutôt monopoliser le récepteur et l'activer sans l'activer dans certains tissus, ici le sein qui est le tissu d'intérêt, mais pas tous. Donc il peut produire des effets néfastes dans d'autres tissus tels que les os ou les ovaires. Et enfin, le fulvestrant, dont je vous avais parlé un petit peu plus tard, est une molécule qui, elle, va provoquer l'élimination du récepteur
tout en inhibant aussi sa signalisation, donc son activité, et ce, dans tout l'organisme, qui paraît finalement plus intéressant. Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous as montré un peu plus tôt que le tamoxifène était utilisé préférentiellement en premier par rapport au fulvestrant? Là où je mets la diapo. Et finalement, le tamoxifène est une molécule qui a été introduite en premier et approuvée par la FDA en premier, et tant qu'un autre traitement ne montre pas des effets meilleurs, en tout cas similaires au tamoxifène sans avoir trop d'effets secondaires, on ne peut pas introduire une nouvelle thérapie comme standard, ce qui est le cas du fulvestrant qui a un peu trop d'effets secondaires et n'est pas aussi stable que le tamoxifène chez les patientes. Mais le fulvestrant est quand même redoutable parce qu'il agit dans tout l'organisme. Je vais vous décrire un petit peu son mécanisme. Lui, il va permettre, donc, comme j'ai dit plus tôt, d'inactiver le récepteur et de permettre sa dégradation par le biais de 2 messagers différents. Alors, vous allez voir, nous avons l'UBI pour l'ubiquitine qui permet la dégradation et la SUMO pour la sumolation qui permet d'inactiver le récepteur. Vous l'avez compris, le jeu de mots est donc bien là. SUMO n'est pas pour sumotori, mais pour Small Ubiquitin Like Modifier. Je vous ai bien eu. Et donc finalement, c'était peut-être un peu scientifique, mais pour résumer le propos, la SUMO, dans le contexte du cancer du sein ER positif et en présence de la molécule fulvestrant, permet de mettre KO le cancer du sein ER positif. J'aime beaucoup cette image. Et donc ceci m'amène à mon hypothèse. Vous avez compris que le fulvestrant avait un mécanisme redoutable mais n'est pas très efficace en clinique. Alors ça m'amène à la question, peut-on inactiver le récepteur des oestrogènes par la SUMO dans le contexte du cancer du sein, ou en gros, est-ce qu'on peut trouver une alternative au fulvestrant pour permettre d'inactiver le récepteur par la SUMO? Pour vous décrire un peu mon approche, je vais vous expliquer un truc un peu scientifique. Donc là, qui est la cascade de simulation, c'est un mécanisme qui permet, pour illustrer ça, à la SUMO d'arriver directement à sa zone de combat, à son adversaire. Et donc, comme un sumo se réveillerait le matin, il y a 3 unités importantes qui permettent à la SUMO d'arriver vers sa cible. On a tout d'abord le 1 sumo activase, ou plus communément connu, le réveil, qui va permettre à la SUMO de se réveiller le matin pour aller travailler. Ensuite, pour arriver jusqu'à son complexe, en tout cas son complexe d'attaque, il va devoir utiliser un petit van, comme on voit ici, ou une E2 sumo conjugase, E2 sumo conjugase, c'est ça. Et finalement, pour arriver vers sa cible, vers le tatami, une fois arrivé au gymnase, il va devoir utiliser un guide, qui ici est nommé E3 sumo ligase. Et donc, une fois mené jusqu'au tatami, jusqu'à la cible, il va pouvoir aller attaquer son adversaire, donc le récepteur des oestrogènes, seul, ou à plusieurs, parce qu'il y a toujours des copains, et mettre finalement, comme je l'ai montré plus tôt, KO, le cancer du sein ER positif. Et donc notre approche pour permettre de répliquer cette simulation, provoquer cette simulation autrement que par le fulvestrant, nous allons chercher à provoquer une liaison ou un rapprochement direct entre un des guides, qui existe au numéro de 20 chez les humains, et la zone de combat, qui est ici le récepteur des oestrogènes, par un lien direct. Ça a l'air un peu tiré par les cheveux. Mais pour vous montrer que je vous niaise pas, évidemment, voici ce que je présente ici avec vous aujourd'hui, avec les petits émoticônes sympas, et le modèle qu'on appelle donc le d'étude Sumotac en congrès scientifique, où justement vous allez voir ici que le guide utilisé dans ma recherche est la protéine PIAS1, dont je vais vous reparler un petit peu plus tard. Donc, je vous ai montré 2 protéines fusionnées ensemble, rapprochées. Comment qu'on fait? Comment ça se passe dans la cellule? Eh bien, comme avaient introduit les collègues un petit peu plus tôt à plusieurs occasions, et on a besoin d'ADN pour que les cellules comprennent quelles protéines elles doivent former. Et donc, dans les cellules, normalement, c'est ce qui se passe. L'ADN est déjà présent et en forme avec ce qu'on connaît. Mais quand on veut créer des molécules artificielles, on va vouloir justement créer de l'ADN artificiel pour permettre aux cellules que nous allons vouloir utiliser de comprendre ce qu'on veut faire, de comprendre comment faire la protéine. Donc on va créer des plans ADN pour nos petites chimères ou nos protéines de fusion que l'on va intégrer dans nos cellules cancéreuses qui vont les comprendre comme il faut pour créer nos protéines chimères ou nos protéines de fusion. Et finalement, une fois que nos protéines seront exprimées et présentes dans nos cellules, on va essayer de voir si les SUMO arrivent bien à arriver là où il faut et si la présence des SUMO permet réellement d'inactiver le récepteur et de rendre KO comme on espère à l'origine. Donc,
Je vais tout ça bien simplifier, mais évidemment, ça me faisait plaisir de vous montrer un petit peu comment ça se passe en réel en laboratoire. Donc, je vous présente un petit plan ADN qui a l'air très sympa et très facile à comprendre. Avec ici, pour vous illustrer un petit peu, la séquence pour le récepteur de l'œstrogène en rouge et la séquence pour le guide PAIAS, ici, juste là, en bleu. Évidemment, parce qu'on s'occupe de nos cellules dans un environnement stérile, parce que c'est du cancer quand même, il ne faut pas rigoler, on s'en occupe dans un environnement stérile et on les regarde aussi au microscope pour vérifier qu'elles vont bien. Et donc, je vous ai décrit ma méthodologie. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça donne? On a évidemment notre petite chimère, qu'on a sous une conformation et sous une autre, parce que quand on forme des ADN un peu artificiels, des protéines artificielles, on ne sait jamais comment l'alliance va se passer. Donc, on préfère tester une version puis une autre pour vérifier que le modèle ne pose pas problème à notre modèle d'étude. Et donc, grâce à ces petites chimères-là, on a pu obtenir les plans ADN. On a réussi à obtenir nos petits plans ADN que je vous ai montré plus tôt. On a pu vérifier qu'elles pouvaient s'exprimer dans nos cellules. Et finalement, on a réussi à voir, et bien heureusement, qu'elles sont en présence de SUMO et qu'elles sont totalement inactives grâce à nos modèles d'études, à nos expériences. C'est super. Ça, c'est ce que j'ai actuellement, mais évidemment, on ne va pas juste en rester là. Qu'est-ce qui manque comme information? Qu'est-ce qui reste à faire? Donc, on a des perspectives intéressantes. Il manque des détails à cette histoire pour en faire une histoire complète. Donc, nous allons pouvoir déterminer réellement si les SUMO ont compris ce qu'on leur avait demandé de faire et savoir si elles pouvaient aller viser directement la zone à cibler, donc le récepteur des oestrogènes, ou savoir si les SUMO vont aller attaquer le guide, parce que c'est une protéine bizarre quand même. Et ensuite, je vous avais dit plutôt qu'il existait une vingtaine de guides différents, donc on va essayer de voir si le guide que nous avons utilisé est le meilleur pour notre cas, aussi d'autres que nous n'avons pas screenés, par exemple, pour l'instant, pourraient être utiles pour ce modèle d'étude. Et finalement, d'autres protéines cancérigènes, des protéines qui mènent le cancer, peuvent aussi être utilisées ou réutilisées pour apporter la simulation proche. Donc on peut essayer de voir si l'utilisation de ce modèle dans d'autres protéines renseignées comme étant summoylées pour le cancer peuvent être réutilisées pour ce modèle-là. Et parce qu'on n'est pas là pour vous injecter de l'ADN mutant, on va essayer de créer une molécule artificielle comme un petit traitement avec une fonction un peu bivalente qui va servir finalement de pont ici. Il fait ça de pont ici pour permettre de rapprocher dans la cellule naturellement, de rapprocher le guide qui nous intéresse vers la protéine à summoyer ou la protéine à inactiver dans le cadre du cancer. Donc, je voulais vous remercier évidemment de votre écoute. Je vais vous montrer un petit peu des images qui se passent en laboratoire, voir des ratés et des réussis. Parce que comme Anne-Sophie l'a montré, la science n'est pas que des réussites. Mais on rebondit toujours. Et je voulais remercier évidemment les subventions qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Et comme a dit le sumotori très connu Chiyomaru, make sumo not war. Merci Anaïs pour ta présentation. Donc, pour la dernière fois de la soirée, on va accueillir les questions ici au micro pour environ 5 minutes. Allô? Allô? Je me demandais, la protéine SUMO, dans le fond, elle vient d'où? Est-ce qu'elle est endogène, modifiée après, ou est-ce que c'est complètement... Est-ce que tu peux juste répéter? Désolé, je n'ai pas entendu. Oui, dans le fond, la protéine SUMO, oui. Elle est endogène. Elle vient d'où un peu? C'est comment que vous avez comme... Vous êtes parti d'où un peu avec cette protéine-là? C'est la protéine SUMO. Il y a plusieurs protéines SUMO, plusieurs isoformes qui vont de 1 à 5, mais c'est des protéines qui sont présentes déjà dans la cellule. C'est une protéine, mais qui sert plus ce qu'on appelle de modification post-traductionnelle. C'est un petit peu comme un ajout qu'on ajoute à des protéines, plus pour comme dire ce qu'elle va faire, ce qu'elle va faire plus tard. Donc c'est quelque chose qui est déjà endogène et qui est présent. Il y a plein d'autres modifications qui existent dans le monde, donc c'est un peu comme des boules de Noël, comme on dit. On orne les protéines qui existent pour voir quelle va être leur prochaine fonction ou leur prochaine activité. OK. Alors, normalement, elle est là, mais elle fait de la régulation traductionnelle. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Okay. Elle est régulée comme ça. Puis, vous en êtes un peu servi un peu comme ça aurait été le cas avec CRISPR, mettons. Oula. Hein? Vous s'en servir comme outil de biologie moléculaire, dans le fond. C'est ça, finalement. Et on va réutiliser la simulation pour détruire les protéines ou inactiver les protéines qui nous intéressent. OK. Merci beaucoup. De rien. Personne n'a compris la sumo. Oh, et la mine.
Je compatis parce qu'on ne m'a pas posé de questions la dernière fois que j'ai fait mon CPP, donc... Merci. Non, mais comment vous comptez cibler le cancer avec le Sumotac? Le cancer spécifiquement? Exactement, parce que quand vous allez donner le Sumotac, j'imagine que vous allez cibler toutes les cellules. Ben, dans notre cas, ce sera toutes les cellules qui expriment le récepteur des oestrogènes. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut cibler directement avec le Sumotac? Ouais. Avec l'approche qu'on a, je pense pas, mais comme par exemple le tamoxifène cible toutes les cellules qui expriment le récepteur des oestrogènes, ben, c'est un peu cette approche-là qui va être prise, je pense. D'accord, ok. Merci. Merci beaucoup. C'est pas fini. Dans le fond, je voulais te demander si, à la fin de tes recherches, si jamais ça se passe exactement comme tu veux, est-ce que ton traitement, il est fait pour remplacer celui qui est actuellement fait, le traitement conventionnel, ou c'est juste pour s'adapter à différents patients, ou à différents types de cancer du sein, pardon, ou quelle est la finalité finalement? Si notre prof de concept arrive au bout de sa réalisation et que la molécule Sumotac arrive à naître, finalement, il faudrait faire des essais pour voir quelle est son efficacité réelle, parce qu'il y a toujours une différence entre les cellules, et l'humain et les souris, etc. Mais si on arrive à aller jusqu'au bout, l'intérêt, ce serait finalement de l'utiliser peut-être en première ligne, mais on n'est vraiment pas là. Il y a un traitement déjà qui marche très bien, mais ça peut être aussi, comme je l'ai montré plus tôt, une alternative à des traitements qui existent déjà, parce qu'on doit essayer d'attaquer le cancer sous tous les angles qu'on peut. C'est une maladie qui évolue beaucoup, qui évolue très vite, donc on doit essayer de l'attaquer comme on peut avec les outils qu'on a. C'est pour ça qu'il n'y a pas une thérapie contre le cancer. Il y en a pour tous les cancers et tous les sous-types de cancer. Ce n'est pas une maladie. Est-ce que c'est parce que ce serait plus efficace ou ce serait moins lourd pour le patient? C'est à tester. On ne peut pas prédire là tout de suite les effets secondaires que des traitements hypothétiques ont là tout de suite. On ne peut pas prévoir. On connaît notre corps, mais pas à un point de tout prédire. Okay. Je te remercie. Faites du bruit pour Anaïs! Merci encore une fois. C'est maintenant l'heure du quiz, donc on va afficher un code QR à l'avant. Je vous invite à le scanner pour répondre aux questions et courir la chance de gagner une des 3 cartes cadeaux. Donc, pendant que vous répondez au quiz, donc je voulais juste encore une fois remercier toutes les personnes qui ont permis justement l'événement de ce soir. Donc, on tient à remercier énormément le public, notre collaborateur de la soirée, donc l'IRIC, bien sûr, nos commanditaires, les fonds de recherche du Québec, toute l'équipe de Bishop Brain et l'équipe technique du Café Campus. Donc, on peut leur donner une bonne main d'applaudissements. Puis, je vais vous laisser encore quelques minutes pour terminer de répondre au quiz.